Bonsoir. Donzelle, c'est mon vrai nom. Voilà, ça s'écrit comme une donzelle, mais au masculin. Et moi, je travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, s'il y a des psys lacaniens dans la salle, c'est cadeau. Ne me remerciez pas, j'y suis pour rien. Je dis ça parce qu'en fait, Lacan disait « on est prisonnier du signifiant ». Prisonnier du signifiant. Or, précisément, quand on travaille sur l'égalité femmes-hommes, on tâche de ne pas être prisonnier de ce signifiant qui restreint notre façon de voir, notre façon de penser. Le signifiant, c'est tout ce que notre imaginaire collectif nous raconte d'images stéréotypées, de visions toutes faites, de clichés. Par exemple, c'est ce qui fait que si je pense conquête, je vois des hommes capitaines d'armée, des hommes capitaines d'industrie, des hommes à la proue de navire, des hommes de western, des hommes qui vont sur la lune. Bref, des hommes qui conquièrent des espaces, virtuels ou réels, symboliques ou non, des espaces, des territoires et parfois des femmes. Voilà ce que notre imaginaire collectif nous raconte, que les hommes sont des sujets désirants, conquérants, et les femmes sont des objets de désir, de conquête. Pourquoi à la fin? Mais d'où ça nous vient? Ah, ça c'est une question qu'on adore se poser. D'où ça vient qu'on regarde et qu'on traite différemment les femmes et les hommes? On adore se la poser parce qu'en fait, cette question, elle nous permet très régulièrement, à savoir à peu près chaque samedi soir, avec les copains, autour d'une bouteille de vin, de refaire le grand match nature contre culture. Alors voilà comment ça se passe à ma gauche. Mais tout ça, c'est une affaire d'éducation. Évidemment, les garçons sont plus conquérants parce que on les encourage à être turbulents, à avoir de l'élan, à oser, etc. Alors que les filles, oh qu'elle est jolie la petite poupée. Oh mais te salis pas chérie, c'est pas grave d'être timide. Non, reste avec maman. Reste avec maman. Et dans ces conditions-là, comment veux-tu quel est l'esprit de la conquête? À ma droite, c'est gentil tes trucs, mais enfin, tu vois bien qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes quand même. Enfin, puis la conquête, enfin, c'est quand même un peu une énergie, ça a à voir avec les hormones, la testostérone. On en a ou on n'en a pas, quoi. À ma gauche? Attends, tu es en train de me dire que parce qu'il y aurait des différences, ça justifierait les inégalités? Ça, c'est les relous de l'égalité. Toujours dans l'idéologie, toujours dans l'utopie. Enfin, regarde, on est différents, on est inégaux, c'est pas grave, on a juste à jouer la carte de la complémentarité. Bon, alors ça peut durer longtemps, en fait. Ça dure jusqu'à épuisement des bouteilles de vin. Hein. Et puis le lendemain, on se réveille avec la gueule de bois. Mais rien n'a changé sur le front des stéréotypes et des inégalités. Alors peut-être que c'est parce qu'on ne pose pas bien la question. Et que peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est pas d'où vient l'énergie de la conquête, savoir si elle vient de notre slip, de notre tête, ou de quelque chose qui planerait comme ça dans l'air ambiant. Mais où va l'énergie de la conquête? Vers quoi l'énergie de la conquête nous projette, nous dirige? Quelqu'un a dit « l'énergie bien dirigée peut tout accomplir ». L'énergie bien dirigée peut tout accomplir. Alors cette personne, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais bien quand même qu'on l'écoute, parce qu'en matière de conquête, elle s'y connaissait un petit peu. Alors cette personne, elle a fait un tour du monde en 72 jours, seule, en 1889. Voilà. Elle a inventé le reportage d'investigation en immersion. Elle est partie enquêter au Mexique, à une époque où aucun journaliste n'y était allé. Elle s'est fait interner volontairement dans un asile psychiatrique pour les besoins d'un reportage. Elle a infiltré le monde des trafiquants pour voir comment ça se passait dans la mafia. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ah oui, elle a été entrepreneur dans l'industrie. Et puis à 50 ans passés, elle est partie sur le front de la guerre 14-18 pour couvrir les événements. Cette personne, c'est Nelly Bly. L'énergie bien dirigée peut tout accomplir.
Alors Nelly Bly, il n'était pas du tout prévu qu'elle soit journaliste, reporter, globetrotter. Non, pour elle, on avait pensé au métier de dame de compagnie. C'est bien aussi. C'est bien. Mais c'est pas ce qui mobilisait l'énergie de Nelly Bly. Elle, ce qu'elle voulait, c'était voir le monde, écrire le monde, donner à lire le monde. Elle voulait être journaliste. Alors sa carrière a commencé de façon assez amusante parce que elle a lu dans le Pittsburgh Dispatch, le journal de son patelin, un article sur les dangers du travail des femmes. Vous savez ce que c'est, hein? Ça veut travailler, après ça veut disposer de son argent, le droit de vote, tout ça, on s'en sort pas. Et ça l'a un peu énervée, Nelly Bly, parce que sa propre mère travaillait. Pour une raison assez simple, hein. Le papa était décédé. Et elle, en matière de danger du travail des femmes, elle voyait comme seul risque le fait que sa mère pouvait subvenir aux besoins de sa famille. C'est vrai que c'est embêtant quand même. Alors donc, elle a pris sa plume, Nelly Bly, et puis elle a écrit au rédacteur en chef du Pittsburgh Dispatch une lettre assez salée. Le monsieur l'a reçue. Un brin de style, un certain sens de l'argumentation, de bonnes idées. Il a publié la lettre. Il a offert un poste de journaliste à son auteur. Voilà comment, à 21 ans, Nelly Bly devient journaliste. L'un de ses premiers articles s'intitule « À quoi sont bonnes les jeunes filles ?» Et dans cet article, elle écrit ceci. « Rassemblez les filles intelligentes, sortez-les de la bourbe, faites-les grimper à l'échelle de la vie et soyez-en amplement récompensés. » Qu'est-ce qu'elle nous dit, Nelly Bly? Elle nous dit arrêtez de vous regarder les filles dans la bourbe et de vous demander pourquoi elles sont dans la bourbe. Faites-leur bon sang de bonsoir, la courte échelle, donnez-leur une chance, et c'est une chance pour l'humanité tout entière. La question, ce n'est pas d'où l'on vient, d'où les gens viennent, c'est là où ils vont. Nelly Bly, elle voulait aller partout où les autres journalistes n'étaient pas allés. Elle voulait défricher les terra incognita de l'information. Nelly Bly, elle voulait aussi faire démonstration du fait que le rêve et la réalité peuvent se rencontrer. Pour ça, elle s'est emparée du rêve de Jules Verne, un tour du monde en 80 jours. Dans le livre, Phileas Fogg se fait accompagner de son fidèle passe-partout. Elle décide de le faire seule, contre l'avis de son entourage qui lui dit que ce serait quand même pas mal qu'elle se fasse chaperonner, je veux dire accompagner, par un homme. Elle le fait seule, elle le fait en 72 jours. À son arrivée, Jules Verne, le Jules Verne, hein, le vrai, publie une dépêche dans le journal de la Somme qui dit « Jamais douter du succès de Nelly Bly, son intrépidité le laissait prévoir. Hurrah, hurrah, hurrah! L'énergie bien dirigée peut tout accomplir et la personne qui a écrit ça vient d'en faire la démonstration. » C'est quoi la direction de la conquête, au fond? C'est l'ambition, tout simplement. Et l'ambition, c'est jamais que, pour paraphraser Oscar Wilde, viser la lune pour atterrir à minima, dans les étoiles. Les étoiles qui guident celles et ceux qui ont l'esprit de conquête. En sociologie, on appelle ça des rôles modèles. Un rôle modèle, c'est une personne admirable dans les pas de laquelle on a envie de marcher. Mais c'est plus que ça. C'est aussi quelqu'un qu'on a envie de dépasser, et pour cela, on est prêt à se dépasser soi-même. Alors, on a un problème en matière d'égalité femmes-hommes. Les femmes manquent de rôle modèle. Oui, moins de 4% de personnages historiques féminins dans les manuels d'histoire de seconde. Et oui, bien sûr, on peut se dire que c'est parce que, tout simplement, peu de femmes, voire pas de femmes, ont accompli de grandes choses pour l'humanité jusqu'à ce jour. On a le droit de croire ça. On peut aussi se poser la question de savoir comment on écrit l'histoire et par quels critères on décide
du fait que quelqu'un est légitime pour entrer dans les manuels d'histoire et surtout dans la mémoire collective. Quels sont les critères de légitimité, d'historicité? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est reconnue comme une personne importante? Et si ces critères-là, finalement, ils étaient biaisés et qu'ils valorisaient davantage les succès des hommes que ceux des femmes? Vous savez que ça a été étudié et que ça porte un nom, ça s'appelle l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est le phénomène d'invisibilisation des femmes dans le récit de l'histoire qui procède de critères de légitimité tendant à valoriser les succès des hommes et à effacer ceux des femmes. On va prendre un exemple avec les messieurs qui sont là. Pour nous, un scientifique, dans notre esprit, c'est quelqu'un qui a des diplômes, un laboratoire, des étudiants. C'est quelqu'un qui va peut-être un jour aller chercher un prix Nobel à Stockholm. C'est quelqu'un qui a des cheveux blancs, une moustache. Voilà ce qu'est un scientifique. Attendez, avant de continuer, j'ai besoin de vérifier un truc. Il y a le Wi-Fi, là, dans la salle? Et le Wi-Fi? Non? Si? En attendant, je vais broder un peu sur l'histoire du Wi-Fi, parce que je ne sais pas si vous savez que le Wi-Fi, en fait, comme le Bluetooth et le GPS, ça procède d'une technologie qu'on appelle la technologie Lamar, du nom de celui qui a inventé ce système. Voilà, sans qui Zuckerberg, Steve Jobs et tous les start-upers ne seraient pas grand-chose. C'est qui ce fameux Lamar à qui on doit tant? Mesdames et messieurs, je vous présente Lamar. Eddie Lamar. Ah, c'est sûr, hein, elle ressemble plus à une actrice hollywoodienne qu'Einstein. Et pour cause, c'était une actrice hollywoodienne. Alors pour moi, elle a fait beaucoup de choses pour l'humanité. Elle a eu une vie très riche. Une des premières choses qu'elle a faites pour l'humanité, ça a été d'être la première actrice à être vue en train de jouer un orgasme féminin dans un film. Moi, personnellement, je trouve que c'est un grand progrès pour l'humanité. Mais je vais quand même vous parler du Wi-Fi, vous inquiétez pas. Elle s'est mariée, en fait. Parfois, faut pas. Elle s'est mariée à un industriel autrichien. On est dans les années 30. Il avait flairé un bon business. Il faisait commerce d'armes avec les nazis et Mussolini. Voilà, type charmant, vous allez voir. Ce type, en plus d'avoir des clients tout à fait recommandables, il avait une certaine vision des femmes, et notamment de la sienne. Et il estimait qu'elle lui appartenait, que c'était un peu sa chose, donc il la trimballait partout. Donc en fait, quand il allait dans ses rendez-vous avec ses clients, il l'emmenait. Alors les types au début ils sont contents, hein, quand même. C'est gentil monsieur d'être venu avec cette jolie petite créature là, ça distrait les yeux tout ça. Puis après il disait là maintenant on va aborder des secrets industriels, militaires, on prépare une guerre, donc ce serait bien si la dame pouvait sortir. Le mari d'Eddie Lamar il disait elle fait pas la différence entre deux lettres de l'alphabet. Véridique. Chérie, mets-toi là, tout près, à côté de la fougère, très bien. Voilà, super. J'ai un petit peu de travail. Voilà, on est entre hommes, on va pouvoir se parler. Travailler. Bon, au bout d'un moment, Eddie Lamar, elle en a eu marre. Elle a pris ses clics et ses claques et elle est retournée à Hollywood pour suivre sa carrière de comédienne. Elle était devenue assez anti-nazie, hein, entre-temps, quand même. Et elle était très navrée de voir les défaites des Alliés dans l'Atlantique. Et notamment parce qu'on n'arrivait pas à dégommer les sous-marins allemands. Parce qu'on les visait mal. On avait des problèmes pour les radios téléguidées. Alors c'est sûr que si par exemple on avait su faire de la projection multifréquentielle, ça aurait été plus facile. Mais on ne savait pas faire. Enfin si, elle savait faire. Elle savait comment on faisait. Parce que la fougère, elle avait des oreilles, elle avait une tête, et surtout, la physique des fréquences, ça l'a beaucoup amusée. Alors elle a écrit le schéma de projection multifréquentielle qu'on utilise encore pour le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth. Voilà, je vous ai parlé de Nelly Bly et d'Eddie Lamar, et je crois deviner ce que vous vous dites, parce que moi aussi, je me le suis dit la première fois que j'en ai entendu parler.
vous vous dites « Waouh, c'est des femmes d'exception. Des femmes d'exception, ouais. » Ça fait envie, non, d'être une femme d'exception? Ouais, mais en fait, c'est une énorme arnaque. C'est une énorme arnaque parce que l'exception, c'est quoi d'autre que la rareté, la curiosité, ce qui est là pour confirmer la règle du génie, du pouvoir, de la conquête au masculin. Vous savez, un petit peu comme quand une femme rentre dans un comex et puis qu'on dit oh, elle est très bien. Oh non, non, c'est pas la peine d'en envoyer une autre. Celle-là, elle est bien. Deuxième, non. Non, ce ne sont pas des femmes d'exception. Ce sont des femmes exemplaires. Et pour vous prouver que ce ne sont pas des femmes d'exception, je pourrais bien sûr vous citer plein d'autres femmes. Je pourrais vous citer Maria Telx, à qui on doit la première maison à l'énergie solaire. Je pourrais vous citer Fanny Workman, qui a cartographié la première l'Himalaya. Je pourrais vous citer Mary Walton, à qui on doit le filtre à particules. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Ça, c'est les étoiles. Mais je voudrais aussi vous parler de celles et ceux qui nous font la courte échelle. Celles et ceux qui nous permettent de nous projeter dans les étoiles. C'est qui? Par exemple, quand on est enfant, c'est nos parents. Ils font ça très discrètement, papa et maman. Ils font ça très discrètement quand ils nous montrent au jour le jour que c'est parfaitement banal, normal, évident qu'une femme travaille, qu'une femme gagne de l'argent, qu'une femme ait de l'ambition, qu'une femme ait de l'audace, qu'une femme veuille conquérir le monde et pas seulement des droits pour les femmes, qu'elle veuille conquérir. Ceux-là, c'est ceux qui nous font la courte échelle, nous permettent de regarder les étoiles et d'aller décrocher nos lunes. Je vous remercie.